Merci. Renzo, si je me souviens bien, le Centre Pompidou a fait l'objet de plusieurs procès. On avait même reproché un moment à Jean Prouvé de ne pas être architecte, si ma mémoire est bonne. Donc, toi qui es maintenant un peu rompu à ce genre de discussion, est-ce que dans d'autres lieux du monde, tu t'es trouvé dans une situation analogue à justement discuter un projet et d'en faire bouger les lignes? J'aime beaucoup l'expression de Jacques Brilliot, parce que je la trouve très juste s'agissant du projet. Toujours, toujours. Toujours, et heureusement. Je crois que, franchement, on ne fait pas de bons projets sans discuter, sans un petit peu de souffrance, sans un débat, sans adrénaline. Enfin, je crois que c'est ça qui compte, finalement. L'histoire du robot, c'est tellement différent, on ne peut même pas évoquer ça. Bien sûr, il y avait les Grands Prix de Rome à l'époque. C'était des guerres d'académiciens. Il y avait même un procès qui était contre l'État, puisque le projet était choisi par un jury présidé par M. Prouvé, qui n'était même pas architecte. Alors comment est-ce qu'il pouvait juger l'architecture, lui qui n'était pas architecte? Mais c'est tellement loin et c'est tellement différent. Rien à faire avec ça. Franchement, sur ça, il faut être clair. Quelqu'un pense que de travailler sur le projet, faire évoluer un projet, c'est une faiblesse. Mais pas du tout. C'est pas une faiblesse, c'est une force. Autre chose, c'est de perdre la route, mais de changer un projet, de travailler sur un projet, c'est une force. La faiblesse, c'est quand on perd la route. Alors, si la conclusion de tout ça, c'est que finalement, comme l'a dit Jean-Louis, si finalement le projet au début n'était pas bon, ou pas assez bon, et si aujourd'hui le projet tel qu'on l'a fait, puisqu'en tout cas on l'a fait, il est bon, moi je suis très content. Et si le mérite de tout ça, c'est la Fondation Le Corbusier, génial, fantastique. Je remercie tout le monde. Non, c'est tout à fait clair. C'est tout à fait clair. Et, sauf qu'il faut quand même rappeler une chose. Surtout que je me sens même très soulagé, parce que finalement, ce projet, en tout cas, on le fait. Le 8 septembre, vous êtes tous invités, j'espère que je peux le faire, tous invités, on ouvre le chantier. Mais ce n'est pas une menace, on l'ouvre puisque Sœur Brigitte a rendu son monastère. Et alors, il faut bien qu'on le fasse. Mais on ne va pas faire n'importe quoi. On le fait puisqu'il a un permis de construire. On le fait. Mais on le fait mieux que ce qu'on aurait fait si on n'avait pas discuté. Moi, j'en suis content, très content. Merci. Alors j'avais une autre question parce que Michel s'est presque excusé de l'histoire de la disparition, mais je trouve que c'est un très bon sujet parce que c'est une grande tendance de l'architecture contemporaine actuelle de disparaître. Il y a même ce qu'on peut appeler une esthétique de la disparition. Donc j'aimerais savoir, parce que j'ai remarqué que par exemple à Nouméa, l'idée c'était aussi de planter d'autres arbres, de rajouter de la végétation à la végétation, de renchérir un dialogue végétal avec les pins colonnaires, avec les grands qui venaient tutoyer les grandes structures de bois à Nouméa. Et ici, on replante aussi. Donc on voit bien que pour rajouter, il y a bien quelque chose là, de l'ordre de la disparition. Ça peut être aussi une stratégie. C'est pas honteux de disparaître, d'être humble, non ? Disons tout. Il faut savoir quand même que cette polémique, malgré tout, elle a duré pas mal de temps. Elle a même été assez méchante parfois, non ? Et que c'est vrai que moi, je fais amende honorable à un moment donné de m'être laissé conduire par cette polémique au point où, effectivement, parce que cette polémique, elle a changé de registre de nombreuses fois. Elle n'a pas une ligne de conduite parfaitement linéaire. Les arguments ont changé autant que les semaines. Et comme cette polémique dure depuis plusieurs mois, je vous garantis que le nombre d'interprétations de ce pourquoi ce projet n'était pas faisable a été extraordinairement fertile. Et on s'est trouvé à un moment donné devant le banc des accusés sur l'idée qu'il fallait qu'on se cache. Parce que l'idée de construire à côté de Le Corbusier était une idée admissible. Alors c'est vrai qu'on a répondu un peu hâtivement qu'on allait mettre des arbres et que ce projet était un projet discret. Moi aujourd'hui, j'en suis tout à fait revenu du contraire. Je pense que je vais planter extrêmement peu sur ce territoire et on a vu que je serai plutôt celui qui va dépouiller d'une partie des plantations existantes. Mais bon, qui peut me faire le reproche d'avoir changé, d'avoir bougé et d'avoir compris le site un peu mieux que je ne l'ai fait à l'origine? Je pense qu'entre le rapport Rago et Jean-Louis, par exemple, la grande différence entre des intellectuels comme nous et des gens de projet comme Renzo Piano, c'est que nous, on n'est pas intelligents au départ, mais on le devient en faisant les projets. C'est le projet qui nous rend intelligents. C'est l'expérience du projet, c'est l'expérience du terrain lui-même qui affine notre approche. Et qu'on ne puisse pas nous faire le reprocher que notre... Moi, je veux bien qu'aujourd'hui, tout le monde dise que si on a bougé, c'est parce qu'il y a eu ce débat, d'accord. Moi, je connais Renzo depuis très longtemps. Renzo Piano n'arrête pas de changer ses projets et il n'est content que jamais
Il est sans arrêt en train de remettre ses projets sur la planche. C'est une mécanique de son travail. Mais il y a eu un moment donné où cette polémique était devenue extrêmement méchante, où ce dialogue aujourd'hui est restauré et on peut s'en féliciter, c'est formidable. Mais jusqu'à maintenant, nous parlions par voie de pétition quand même. Et ce n'était pas une façon de dialoguer quand même. On se parlait seulement par voie de pétition. J'ai des amis ici dans cette salle qui font partie de l'adversité, qui sont mes amis et qui ne sont même pas venus me voir pour discuter avec moi 5 secondes de tout ça. Il y avait quand même un durcissement de cette polémique qui fait qu'à un moment donné, nous étions sur une position défensive, ce qui est catastrophique. Aujourd'hui, on a repris la main, fort heureusement, et sans doute grâce à ce débat, qui a permis qu'aujourd'hui, avec Renzo Piano, aujourd'hui, on a retrouvé notre dignité et que, voilà, on est en train de faire avancer le projet dans un sens qui me paraît extrêmement convenable. Mais n'oublions pas que cette polémique, qui, j'espère, prendra fin ce soir à l'issue de ce débat, a été terriblement... nous a fait beaucoup de peine. Parce que, justement, il n'y avait pas débat. Il y avait quelques visites plus ou moins secrètes de Jean-Louis Cohen dans l'agence de Renzo Piano, plus ou moins au nom de la Fondation, mais les choses n'étaient pas clairement... Le débat n'était pas clairement ouvert. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a jamais eu débat. Il n'y a eu que tracasserie. Le débat, il serait peut-être temps, comme le disait dans son article ce soir, que voilà, la messe n'est pas finie, peut-être faut-il que le débat commence. Jean-Louis, après on passe la parole à la salle. Oui, non, je ne veux pas faire une contre-intervention à ce que dit Michel. Quand même qu'il y a eu des actes dans cette histoire, il y a eu des actes juridiques. Il y a eu un passage devant une commission nationale, il y a eu un permis de construire, donc il y a des actes fermes. Il ne faut pas faire comme si ce projet n'avait pas une existence légale. Donc la ministre à laquelle Jean-Pierre Duport, le président de la Fondation, avait écrit, n'a pas répondu. Pendant 6 mois, elle a dit que la lettre avait été perdue. Bon, c'est vrai que le bâtiment de Solaire est un peu complexe. On imagine que le courrier puisse s'égarer quelque part. Donc en tout cas, il y a eu des actes juridiques fermes. Ce projet était donné comme exécutable. Donc je veux dire qu'il faut quand même comprendre que le droit à la pétition est inscrit dans la Constitution, que je sache, et donc il y a eu des réactions tout à fait fermes. Je veux dire aussi que les perspectives ont changé, je dirais pas de part et d'autre, parce qu'il n'y a pas deux fronts dans cette histoire. Il n'y a pas, encore une fois, les passéistes, modernistes, corbusomanes, censeurs et les autres. C'est beaucoup plus complexe que ça. Je crois qu'il y a, y compris au sein du conseil d'administration de la Fondation, des gens qui pensent qu'il ne faut rien faire sur ce site, ce qui est une position de principe parfaitement légitime et qu'ils font avec des arguments. Donc il y a des gens qui ont cette position, il y a des gens qui pensent que le projet tel qu'il est aujourd'hui est pour une part irréversible et qu'il faut donc essayer de faire le meilleur projet possible, et qui pensent, moi c'est mon vice en tant qu'historien que d'aller chercher les précédents, par ça je suis bête et j'apprends pas, mais quand on regarde l'histoire de l'architecture, et l'histoire de l'architecture de Le Corbusier entre autres, elle est faite effectivement de projets qui se sont enrichis dans le dialogue et qui sont passés d'une espèce de première formulation parfois rigide à une formulation plus joueuse, une formulation, ils sont passés du statut, pour utiliser une opposition célèbre, du statut de hérisson à celui de renard, en sachant négocier un terrain et en l'ayant découvert et en ne s'étant pas protégé de ce terrain. Donc moi, je prends acte ce soir de cette redécouverte du terrain, qui est un long processus qui s'est fait avec ce que Rago a fait d'une part, en racontant, encore une fois, à sa manière, ce que Le Corbusier comment Le Corbusier se l'est représenté et les combats qu'il a menés, combats rhétoriques, combats épistolaires, mais combats quand même, d'une part, et d'autre part, le travail que vous avez fait, qui est un travail d'affinement, de déplacement, d'ajustement, de recadrage, qui me semble ouvrir des perspectives nouvelles.